Retour sur le plateau, nous allons continuer de parler de ce drame de l'immigration en Tunisie. Bilan 55 morts. Yahweh Klonokounou, vous aviez la parole. Oui, je disais que ce mandat du chef de l'État, décrété mandat social, devait être un mandat qui doit être placé sous le signe de la bonne gouvernance au lieu de social. Parce que si en Afrique, nous devons toujours nous présenter comme travaillant pour les populations. Parce que par là de mandat social, c'est comme si on est en train de faire de la faveur aux populations. Et quand c'est comme ça, vous n'impliquez pas vraiment les gens dans la construction de la chose publique. C'est de la faveur, et c'est comme du bénévolat que vous faites aux gens. Alors que c'est un bien commun. Mais avec la bonne gouvernance... En le disant, l'objectif, c'était de dire, oui, ça va être un mandat pour vous. Par exemple, quand vous prenez le cas de la Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed disait, des raisons sociales ont poussé ces jeunes dans cette aventure. Vous savez, le social, même si on ne le dit pas, c'est un élément fondamental dans tout programme de gouvernance, même dans les pays occidentaux. Mais qu'est-ce que le social s'il n'y a pas la bonne gouvernance? Or, vous savez que la bonne gouvernance, si le chef d'État avait placé ce mandat sur le site de la bonne gouvernance et qu'on aurait vu vraiment des actes qui s'inscrivent dans cette logique-là, sa cote de popularité aurait encore beaucoup plus augmenté. Où on n'entendrait pas ces 600 millions dilapidés, volatilisés de la canne et les milliards dans la construction des routes et les gens restent toujours à leur poste comme étant des privilégiés. Vous voyez, tout ça là, c'est des mots qui gangrènent et nous les Africains, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Donc la bonne gouvernance, c'est ça qui favorise la matérialisation même du social. Parce que pour aller dans des œuvres sociales, il faut des moyens. Or, une bonne gestion peut assurer assez de ressources pour accomplir les œuvres sociales. Et ces œuvres sociales, ma foi, ne doivent pas avoir l'image d'une faveur que l'on fait aux populations, etc. Et donc, c'est vrai qu'on voit un mouvement migratoire du continent vers d'autres continents, surtout l'Europe. Mais au même moment, quand vous écoutez par exemple un certain nombre d'expatriés occidentaux en Afrique, ils disent que l'Afrique, c'est le continent des opportunités. Oui, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Et c'est à nous les Africains de les saisir et de pouvoir... le problème, c'est qu'on ne les voit pas ou bien quoi? Comment eux, ils arrivent à les voir, à les saisir, et les Africains eux-mêmes n'y arrivent pas? Oui, il faut d'abord passer ça sur les angles de la bonne gouvernance, comme je viens de le dire. Il faut mettre sur pied des véritables politiques pouvant, au niveau de chaque domaine, pour pouvoir impacter le développement, afin de pouvoir faire vivre ses concitoyens. Et si le chef de l'État togolais a placé son mandat, le mandat 2015-2020, sous le signe du social, c'est que c'est un programme. Et diriger, c'est prévoir avec des programmes donnés. Et il faut des priorités, il faut agir dans les priorités. Il est arrivé au pouvoir. Je crois qu'il a choisi, lors de son premier mandat, d'investir dans les infrastructures. Et pour impacter l'économie, amener les gens à investir au Togo, pour que le commerce puisse marcher, l'économie puisse aller de l'avant. Et s'il choisit, à un moment donné, d'axer sa priorité sur le social, je crois aussi que c'est quelque chose à encourager. Et personne ne dit que agir, construire des hôpitaux, c'est comme des actes il vient de le dire, c'est comme on fait de la faveur à la population. Non, ça fait partie aussi du travail qu'un chef d'État ou bien un gouvernement doit faire pour sa population. Est-ce qu'il a besoin de le dire?
Ben, il a besoin de le dire parce qu'on le dit partout. On le dit partout. On dit je place beaucoup de chefs de l'État. On peut choisir de c'est pour lutter. ça qu'il est élu. On n'a pas besoin de dire. Il est élu. On est élu en fait. On est élu. Vous êtes élu pour aider, enfin pour amener les populations à un mieux-être. Bien sûr, à un mieux-être. Et donc il faut... en le disant, c'est comme bon, j'ai déjà fait le mandat 5, 10, je fais 10, 15. Il n'a pas dit qu'il ne fera pas. Maintenant, je veux penser à vous. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y aura la priorité sera mise sur le social. La priorité des priorités sera mise sur le social. Entre-temps, on a choisi d'investir plus dans les infrastructures et maintenant, il faut que la priorité soit mise sur le social. Ça aussi, ça se fait, ça se dit et c'est de bonne guerre. Des jeunes Togolais qui fuient le Togo, comme on a vu pour ce joueur-là, c'est que le social, les gens ne le sentent pas aussi. Non, pourquoi pas? Je ne peux pas le dire, je ne dis pas, il n'y a pas le Togo et il n'y a pas, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, mais dire que c'est parce que ça ne va pas du tout au Togo que les gens arrivent en Europe et qu'il faut se compagnie. Alors, et ceux qui sont partis en Europe, ils vont revenir. Actuellement, beaucoup de nos compatriotes se retrouvent au-delà de la frontière du Ghana. Il y a des Ghanais aussi au Togo, comme il a dit au début, il y a des Nigériens, des Maliens, excusez-moi, il y a des Togolais qui ont fui les balles réelles. Des gens des autres pays qui sont ici. Comme il y a des Togolais qui sont aussi dans la migration entre les pays. C'est vieux comme le monde. Même en Europe. Il y a de ces déplacements-là entre les pays. Moi, je ne vais pas qualifier ça de migration, parce qu'actuellement, ces Togolais qui se retrouvent dans le Ghana, dans le Burkina actuellement, où ça fait le chou gras aux acteurs politiques qui dernièrement veulent aller leur rendre service. Est-ce que c'est les sociales qui les a obligés à aller se retrouver au-delà des frontières maintenant? Moi, je ne vais pas qualifier ça de migration. Parce que vous ne regardez pas bien la situation. Oui, moi, je ne vais pas qualifier ça de migration, parce qu'il est inacceptable. Au niveau de la Méditerranée, Moïse, il y a un réseau quand même organisé qui profite de ces gens-là. Et le hic, c'est que des gens payent des milliers d'euros qu'ils auraient pu investir. Oui, merci. Je ne partage pas trop souvent cette affirmation-là lorsqu'on évalue à peu près ce qu'on doit dépenser pour faire ce voyage vers l'inconnu. Parce que ce qu'on doit dépenser là, on ne l'a pas en fait comme ça dans sa poche. Oui. C'est quand vient le moment de prendre le risque que même certains parents sont consentants à vendre peut-être un terrain ou à prendre telle ou telle initiative, ou faire des prêts, etc. Et vous l'avez d'ailleurs souligné, il y a des réseaux qui sont bien installés pour cela et qui vous aident à faire ce voyage-là et se disent lorsque vous réussirez, eh bien, naturellement, ils ont des garanties, vous allez rembourser tout ça. Donc, oui, c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans ce risque-là, mais en même temps, ce n'est pas de l'argent qui existait comme ça. Si l'argent là existait comme ça, on pouvait entreprendre. Mais si on pouvait le trouver, pourquoi ne pas le trouver pour investir? Oui, le problème, c'est que... Les gens le font aussi. Le problème, c'est... Il y a une étude que l'ANPE a menée il y a quelques mois sur les entreprises dans 5 ou 6 villes de notre pays, le Togo. Je crois que ça doit être 5 ou 6. Et donc, vous remarquerez par exemple qu'au niveau national, près de 48% des entreprises qui ont été créées sur une période donnée, des entreprises sont mourantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont eu le courage de mobiliser des ressources, de vendre des terrains, de faire des sacrifices pour investir. Mais le marché n'est pas ouvert, les amis. Il faut qu'on se dise la vérité. Le marché n'est pas ouvert. Il y a certaines choses aujourd'hui, il n'y a que certaines personnes qui ne peuvent qu'avoir ces marchés-là. Vous voulez qu'on fasse comment? Il faut qu'on ouvre un peu le marché. Moi, je dis, les Togolais, beaucoup de Togolais sont dans l'artisanat. Et moi, je l'ai évoqué il y a, je crois, 4 ans, en 2004, dans une grande assemblée où il y avait des ministres comme le ministre Nouboupo, madame la ministre du Commerce, etc. J'ai dit, mais nous consommons, nous produisons beaucoup en termes d'artisanat. Mais regardez, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui travaillent dans l'artisanat, mais n'ont pas de quoi pouvoir vivre. Vous prenez par exemple un seul jour de la semaine, un vendredi. Le chef de l'État dit, et moi j'ai jamais vu notre chef de l'État se mettre en traditionnel, comme on le dit. Mais si le chef de l'État lui-même fait cette promotion-là et exhorte les Togolais à se mettre dans les tenues traditionnelles, artisanales, etc., ne serait-ce que le vendredi, vous imaginez un peu l'impact que ça va avoir? Ça veut dire que les gens vont consommer. Et ça veut dire que le génie du Togolais aussi va essayer d'émerger.
Le Togolais va vouloir concevoir des trucs parce qu'on sait que les gens en ont besoin pour aller à leur service, etc. Donc il faut véritablement qu'on crée les conditions pour que les gens, je ne dis pas non plus que tout sera parfait. Quelles que soient les conditions, il y a des gens qui vont partir. Ouais. Quelles que soient les conditions. Vous avez même des enfants de certains qui sont riches, qui ont tout calé, des parents qui ont même des entreprises florissantes, mais leurs enfants choisissent de partir. Mais ça, c'est vraiment une minorité. Travaillons véritablement à rendre les Togolais épanouis, les Togolais heureux et fiers de l'être. Les Africains en général. Oui, les Africains en général, mais je parlerai plus de ma maison. Les Togolais. Voilà. Nous parlons maintenant de Madagascar. L'opposition maintient la pression malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'opposition a décidé mardi de maintenir la pression sur le président Eri Rajaonarimampianina en appelant à poursuivre la manifestation malgré que le Premier ministre soit connu pour sortir de l'impasse. Le chef de l'État a nommé un Premier ministre de consensus conformément aux injonctions de la Haute Cour constitutionnelle. Alors, l'opposition décide d'organiser un nouveau rassemblement le mardi prochain. Ça veut dire qu'à Madagascar, l'objectif, on se le rappelle, de l'opposition en descendant dans la rue était clairement d'obtenir le départ du président de la République. Aujourd'hui, le président a cédé aux injonctions de la Cour constitutionnelle en nommant un nouveau Premier ministre, mais les gens gardent le cap. Oui, mais vous avez utilisé un mot, consensus. Est-ce que vraiment consensus il y a eu? Entre qui et qui? Oui, est-ce qu'il y a vraiment eu consensus? Et quand en Afrique, nous connaissons comment les institutions sont instrumentalisées par le parti au pouvoir, par celui qui est au pouvoir. Parce que nous n'avons pas encore cette maturité psychologique là d'indépendance. Et moi, je dis toujours que nous, les Africains, nous avons une mentalité corrompue. Corrompu. C'est très dur envers oui, les Africains. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce que la démocratie qu'on essaie d'imiter a peut-être 200 ans, 300 ans. Et nous l'avons commencé il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années au plus. Ah bon? Et c'est pourquoi il faut... Et vous savez... Tous les balbutiements qu'ont eu les sociétés occidentales avant d'arriver là où elles sont, on ne peut pas arriver comme ça chez nous. Merci, monsieur Samuel Naoui. Vous savez, l'évolution des gens doit être un atout, un avantage pour vous. Mais... quand vous êtes face à l'évolution des gens, mais vous faites le choix plutôt de retourner en arrière, vivre les moments difficiles qu'ils ont vécus, mais écoutez là. Alors donc, s'il en est ainsi, ne prestez plus avec ces matériels de qualité moderne avec lesquels vous prestez ici. Préférez retourner avec les matériels des années 1800 et non pas, etc. Non. Sortons. Je suis dur parce que je nous veux de sortir de cette illusion-là. Et c'est en ce moment que nous pourrons également nous imposer, nous affirmer. Vous comprenez? Je dis toujours que nous, les Africains, nous avons une mentalité corruptive. Et quand nous sommes en face des intérêts, nous sommes aiguillonnés, guidés, pris en otage par l'intérêt personnel. Nous n'avons pas d'affirmation, nous n'avons pas nous n'arrivons pas à exprimer notre intégrité. Nous sommes vulnérables. Et ma foi, je crois que nous devons vraiment... C'est cela qui fait tous ces problèmes que nous avons aussi au Togo. Parce que quand les gens... Oui. On va parler de Madagascar, puisqu'on revient sur le Togo tout de suite. Ben oui, mais écoutez, on parle de l'Afrique. Hein, oui, et cette histoire des institutions dans l'Afrique. Mais c'est ça, parce qu'on pense que quand quelqu'un est là, etc., il faut cet assujettissement, etc. Donc, ça crée des problèmes. C'est pourquoi... Et vous avez utilisé le mot consensus, oui. Mais je reste perplexe parce que si réellement consensus il y a eu, et que si l'opposition trouvait fiable cette démarche de la Cour qui a pris cette décision-là et interpellant les acteurs politiques à aller dans ce sens de consensus pour que le président nomme un nouveau premier, si effectivement il y a eu consensus, alors pour moi, je trouve rocambolesque. Si réellement il y a eu et consensus, je trouve rocambolesque que l'opposition retourne dans la rue, malgré que serait entendu. Quand on suit clairement la déclaration d'André Rajoelina, son parti, c'est le MAPAR, il dit c'est le MAPAR, on assume officiellement que c'est nous qui avons proposé le Premier ministre nommé par le président.
Et oui, ils ont fait cette déclaration et ça a causé les discussions entre eux. Les autres disent ils les ont trahis. Oui. Et bon, c'est comme ça. Et ce n'est que la face de l'opposition malgache, oui. et pour ne pas dire l'opposition africaine en général. Et elles se vous avez ressemblent un peu, hein, elles se ressemblent à la ça. même école. Vous avez des anciens présidents qui ont dirigé le pays, Ouais. et à un moment donné, il y a eu des problèmes, et ils se sont mis ensemble. Et il y a un président qui est élu. Il a fait 5 ans. C'est cette année. Il ne reste que 2 ou 3 mois pour faire une élection. Et cette contestation est partie de la loi électorale. Où ils contestaient une partie de cette loi électorale. Ils ont appelé leurs militants à sortir. Ils sortent et ils revendiquent. Le temps que la haute cour ne se saisisse de cette affaire, ils demandent le départ immédiat du président. Ce n'est pas concevable. Donc, à un moment donné, la Cour a demandé à ce qu'on nomme un nouveau Premier ministre de consensus. Le Premier ministre a été nommé. Il y a une partie de l'opposition qui l'approuve, qui dit même que c'est elle qui a fait cette proposition. Et voilà qu'une autre partie conteste encore. Et vont plus loin en demandant et dans une démarche d'intérêt personnel, la réouverture même de certaines radios et télévisions des responsables politiques. Donc, vous voyez qu'au niveau, à Madagascar, ce qui se passe là-bas, il va falloir que les gens se ressaisissent. Et tantôt, je ne sais pas comment est-ce que leur loi, leur constitution est élaborée. Tantôt, c'est le ministre de la Défense qui vient et qui met en garde les politiciens, alors que le ministre de la Défense doit être sous l'autorité d'un chef de l'État, et il sort unilatéralement pour mettre en garde les politiciens. On ne comprend plus. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il ne reste que 2 mois, 2 ou 3 mois pour le président, et il faut que chacun prépare les élections là-bas pour qu'ils puissent avoir l'apaisement. Moïse, les Malgaches, c'est une habitude pour eux aussi. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que André Rajoelina est l'un de ceux qui ont amené cette situation-là. Vous savez, la manière dont il avait chassé le président Ravalomanana, et personnellement, moi, je ne l'avais pas aimé. Et je me disais, bon, d'accord, il est jeune, qu'il vienne faire le miracle, on va voir. Et on a vu comment le pays a été gouverné, etc. Donc, du coup, je me dis, oui, ça va très mal, mais les Malgaches doivent faire un sursaut. Le Premier ministre, dans tous les cas, ce Premier ministre, en termes de compétences de sa personne, je crois qu'il a quand même le niveau pour diriger le pays et les conduire. Ce qu'il faut aujourd'hui, surtout que le président est en fin de mandat, il faut plutôt essayer, la Cour constitutionnelle doit peser, la haute Cour doit peser pour qu'on revoie un peu la loi électorale qui était le véritable problème au début. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça nous montre aussi, le cas malgache, que dans nombre de pays africains, l'armée reste toujours présente. D'accord.